Livre en audio vous présente La violation d'un pays de Lamine Senghor. Chapitre 2. La domination. L'invasion. L'année suivante et à la même époque, 3 grands vaisseaux vinrent au pays. Beaucoup d'hommes de la couleur de celui qu'ils avaient vu l'année précédente ont débarqué. L'homme pâle les guidait vers le village. À leur arrivée, tout le monde était sorti pour les regarder et contempler leurs marchandises. Le chef du village vint souhaiter la bienvenue aux étrangers, puis ordonna l'échange. Pendant que les autres étrangers pâles échangeaient avec des villageois les marchandises qu'ils avaient apportées, 3 autres hommes de figure pâle, habillés de longues robes toutes noires avec de longues queues sur le côté, coiffés de chapeaux noirs plats comme des assiettes, rassemblaient les jeunes gens auxquels ils enseignaient l'art de la fratricide. Des Goudianes déjà imprégnés de cet esprit de Satan servait d'interprète. C'était un homme qui avait fait ses preuves. Les marchands purent finir leurs achats avant la tombée de la nuit et embarquèrent également les produits échangés. Ce soir-là, ce ne furent pas les indigènes qui invitèrent les étrangers à venir danser au village. Ce fut au contraire les étrangers qui les invitèrent à venir passer une nuit de distraction avec eux à bord de leur bateau. Dans chaque navire, un orchestre avait été organisé. Les indigènes s'embarquèrent dans les canots qui venaient les chercher à la berge pour se rendre au bateau. À bord de chaque bâtiment, les accordéons et les trompettes étourdissaient ceux qui les entendaient. L'alcool était versé dans des tasses à ceux qui en voulaient. Tous les vices étaient satisfaits, sur les ponts et dans les cabines. Tandis que des jeunes gens à demi-sous descendaient dans les soutes, où ils vendaient leurs frères ou leurs sœurs, pour un fétiche à cracher du feu et des petits morceaux de fer à foudroyer les hommes et les bêtes sauvages. Le lendemain, avant le lever du soleil, les bateaux étaient déjà partis, emmenant avec eux les produits et leur commerce de la journée et celui de la nuit joyeuse, surtout vicieuse et criminelle. Le règne du roi colonialisme. 2 ans après, de nombreux navires revinrent au pays. Mais les paysans n'ayant rien voulu savoir de ce qu'ils disaient, ni rien voir de ce qu'ils leur montraient, les hommes pâles les attaquèrent. Ils se défendirent vaillamment, mais ils durent capituler devant la force des armes criminelles que les assaillants dirigeaient contre eux. Étant forcés après une longue résistance de reconnaître que les armes de leurs adversaires étaient plus civilisées que les leurs, ils s'avouèrent vaincus. C'est alors qu'ils virent l'homme pâle, le sieur bourgeois, jadis commerçant ambulant, apparaître devant eux en tenue de général, pour se faire proclamer roi de leur pays. Ils comprirent, et il prend le nom de roi colonialisme. Depuis ce jour-là, leurs champs, leurs terres, leurs troupeaux et leur liberté ne leur appartenaient plus. Jadis libres, désormais ils devenaient un peuple esclave. Il faut qu'on vous civilise, leur disait l'homme pâle, le maître désormais, qui était devenu à la fois et Dieu et maître. L'extension de la conquête.
Le domaine du roi colonialisme n'ayant pas été à la mesure de son ambition, il arma ses esclaves et les força d'aller conquérir les pays environnants à son profit. C'est ainsi que le roi colonialisme réussit à agrandir son royaume et parvint à posséder un empire plus grand que celui de son pays d'origine. L'année d'après, des navires sous le commandement d'un ambitieux aussi pâle que le nouveau maître Dieu du pays vinrent attaquer son empire et le lui ravit. Quelque temps après, l'ancien vaincu revint à la charge et reconquit le royaume qu'il avait perdu. Il dut également soutenir plusieurs attaques des hommes de sa couleur et de sa race, qui l'obligèrent, pour conserver les privilèges acquis par le maître, à signer des traités avec eux, traités attribuant à chaque bandit le droit de se faire proclamer maître d'une partie des territoires qu'il pourrait conquérir lui-même. Et ce fut l'invasion complète des territoires des innocents qui, eux, n'avaient pas d'armes civilisées. Ils furent réduits à l'esclavage complet. On en vendait à qui voulait en acheter. On réussit même par le commerce à repeupler des îles ayant été habitées par des hommes plutôt rouges que roses et qui ont été anéantis par les pâles auxquels ils avaient résisté jusqu'au bout, jusqu'à la dernière unité de leur race, à leur invasion. Quel exemple! Les sentiments humanitaires de quelques grands hommes réussirent toutefois, après une longue lutte et de rudes batailles, à abolir cette iniquité de vendre et d'acheter des êtres humains de quelque couleur qu'ils fussent. On vécut en paix pendant quelque temps. On n'entendait plus parler de guerre que dans les pays des hommes de couleur pâle. Chapitre 3. La reine pâle. La guerre au royaume principal. L'empereur du pays d'origine du roi colonialisme ayant été tué par les citoyens de son pays révolté, fut remplacé par la sœur du feu roi et mère du roi colonialisme. Pour être bien plus forts, la mère et le fils réunirent en un seul empire leurs deux royaumes, malgré la grande distance qui les séparait. La reine république gouvernait ses concitoyens, tandis que le roi colonialisme administrait les sujets de ses domaines à l'étranger. Un beau jour, une jalousie se réveille dans l'esprit d'un de ses frères nommé Germain Bourgeois, qui réclame à la reine une partie de ses domaines étrangers voisins des siens. Quelques officiers de la cour de la reine pâle s'y refusèrent, disant que le roi Germain avait déjà arraché 2 importantes maisons au feu roi. Il y avait déjà 40 mois de cela. Le premier ministre de la reine, sachant que l'armée de celle-ci était incapable de soutenir une lutte contre celle du roi Germain son frère, fit comprendre aux généraux et aux officiers qu'il valait mieux céder aux exigences imposées que d'avoir une guerre avec le roi Germain. Il manœuvra si bien qu'il réussit à faire céder par la reine quelques domaines de son royaume de chez les autres à son frère, dont l'ambition de vouloir toujours s'agrandir devenait de plus en plus irrésistible pour tous les rois de son voisinage. Tout le monde croyait alors que cette concession de la part de la reine allait ainsi éviter une guerre qui était fatale. Désillusion. 2 mois après, son frère Germain trouva une raison qui, jusqu'à présent, est restée inexplicable pour attaquer la reine dans son pays d'origine même, ou plutôt, reine, roi et ministre trouvèrent le moyen de se faire la guerre avec la peau
de leurs sujets. Les autres petits États voisins de la reine et du roi germain, connaissant fort bien l'ambition de ce dernier, accoururent au secours de la reine, de peur qu'après la défaite de celle-ci, ce fût leur tour de lutter contre l'invasion du roi germain. Pour renforcer son armée, la reine fit appel au sujet du roi colonialisme, en les promettant la suppression des lois iniques d'esclavagistes modernisées, qu'elle faisait appliquer dans leur pays. Qu'ils seraient désormais considérés comme les vrais citoyens de son propre pays, avec lesquels ils fraterniseraient pour défendre les droits et la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quelques-uns purent être électrisés par ces belles promesses et s'enrôlèrent aux armes. Mais la majeure partie des sujets du roi colonialisme firent répondre à la reine que toutes les promesses par elle-même ou par son fils ne furent jamais tenues et que par conséquent, ils ne pouvaient pas reprendre au sérieux les belles paroles qu'elle venait de leur dire, que d'autre part, la bataille était une querelle de famille. Il n'y avait aucune raison que des esclaves s'en mêlassent, d'un côté ou de l'autre de la barrière. La reine, forcée par ses intérêts à renforcer son armée, employa la manière forte. Contre la raison des sujets du roi colonialisme, on recruta de force. Mais la rafle ne fut pas aussi fructueuse qu'elle l'aurait désiré. La reine employa une autre manière, la diplomatie soutenue par la force. Elle envoya le plus dévoué de ses esclaves à couleur d'ébène aller discourir chez ses frères afin qu'ils s'enrôlent dans l'armée de la défense nationale, à quelques milliers de kilomètres de leur propre pays. Le bon bougre, escorté d'une armée de soldats de sa couleur, tous galonnés et médaillés à poitrine débordée, encadrés d'officiers, de sous-officiers et caporaux à figure pâle, débarqua un jour à son ex-pays. Il y employa tout ce qu'il avait d'éloquence dans le ventre. Mais comme il ne parlait pas en langage du pays, on devine l'effet que devait faire un discours prononcé en langage d'homme pâle dans l'esprit des hommes à couleur d'ébène, fût-il même un frère qui l'eût prononcé. Après les discours dont ses frères ne comprenaient rien et qui furent traduits grosso modo par quelques sous-esclaves qui puaient la poudre de guerre en plein nez, les sujets du roi colonialisme prirent la clé des champs, et par la chasse à l'homme dans les bois, le bon patriote à couleur d'ébène recruta pour sa reine aimée plusieurs dizaines de milliers de ses frères. Ce système révolta même quelques hommes pâles qui préférèrent aller mourir à la bataille que de forcer des hommes qui ne le voulaient pas aller mourir pour une cause qu'ils ignoraient et pour des promesses mensongères. Pendant 3 mois, on se battit. Plusieurs milliers furent tués ou mutilés. Cependant, la victoire fut un jour déclarée du côté de la reine et de ses alliés. On remit à la reine les maisons que le roi germain avait conquises sur le roi son prédécesseur et les alliés se partagèrent les domaines qu'il avait volés à l'étranger. Puis le roi germain s'étant enfui avec sa famille très loin, on rétablit une reine à sa place, la reine germaine. Chapitre 4. La Révolution. Après la victoire. Après cette victoire si longtemps attendue par les hommes de toutes les couleurs et de tous les pays, les esclaves rappelèrent en vain à la reine les promesses de recrutement qu'elle leur avait faites. La reine leur fit répondre que non seulement elle ne pouvait pas réaliser ses promesses de guerre, mais qu'il fallait que tous ses sujets bronzés
pâles et jaunes, fissent un peu de pénitence. En redoublant les impôts à lui payer, travailler un peu plus et moins payer, d'acheter leur nourriture et payer leur loyer un peu plus cher et de manger moins. Car ses anciens alliés lui réclamaient le prix de leur aide pendant la défense commune. Cependant qu'elle était complètement ruinée de la guerre, que la reine succédant au roi germain vaincu n'était pas encore disposée à lui payer l'indemnité qu'elle lui réclamait. La révolte. Chez les bronzés, on redoubla le système d'exploitation esclavagiste. Chez les jaunes, on fit de même. La production d'alcool et d'opium fut redoublée, en même temps que la consommation forcée et la mortalité sévissent partout. Chez les citoyens pâles, ce fut la ruine complète, la misère, la famine et la mortalité par la tuberculose provenant de la fatigue, par l'excès de travail et le manque de nourriture. Habités dans des taudis avec des frusques en lambeaux. Tout le monde était mécontent. La colère monta et monta tel qu'un jour, les citoyens pâles, voulant se révolter contre leur reine, pensèrent que s'ils n'entraînaient pas les autres esclaves, les défenseurs de la couronne les embrigaderaient pour en faire des contre-révolutionnaires. Ils envoyèrent des émissaires qualifiés dans tous les pays d'esclavage pour organiser leur révolte, en leur faisant comprendre combien ils ont été trompés et spoliés, que la reine faisait une différence entre les hommes suivant leur couleur et non par leur valeur. Ils leur font également comprendre que les pâles, malgré leur situation misérable, la reine les avait moins volés qu'eux. Vous voyez, disait-il, vos mutilés de la guerre pour la reine sont payés 1/6 de ce qu'est payé un mutilé de chez nous. De même mutilation, même blessure ou même maladie. Les veuves de nos camarades tués sur le champ de bataille sont payées ainsi que nos orphelins, tandis que ceux de vos camarades passent derrière la caisse. Vous voyez que c'est bien vous qui devriez même vous révolter les premiers, au lieu de servir de contre-révolutionnaire pour une reine qui n'a jamais tenu ses promesses. Vos frères de misère, vous rendrez la liberté de disposer de vous-même. Tout le monde reconnaissant la véracité de leurs discours comprirent leur devoir. La colère gronda et regronda dans les cœurs, monta et remonta. Elle remonta tellement qu'elle finit par éclater un beau matin, un vendredi 13. Le même jour, à la même heure, chez les bronzés, chez les jaunes et chez les moins pâles, la révolution éclata de concert avec les citoyens pâles, les vrais nationaux de la reine. Les royaumes renversés, la reine fut envoyée pêcher des huîtres dans la mer du néant et le roi colonialisme fut livré à l'ange de la mort. Le soleil venait de se lever et c'était le jour de la libération. Les esclaves devinrent libres. Les citoyens de chaque pays dirigèrent le gouvernement de leur État. Ils formèrent l'Alliance fraternelle des pays libres. Vive la Révolution. Lamine Senghor. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos.